Bonjour, chers amis. Saviez-vous que près de 93% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées? Si vous aimez ces histoires, je vous invite à appuyer sur le bouton « S'abonner » et à laisser un like. Cela m'aide énormément. Merci d'être là. Au fait, d'où regardez-vous cette vidéo? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Danton Lyle, que tout le monde appelait Denny, conduisait des camions depuis près de 15 ans. En toutes ces années, il croyait avoir tout vu sur la route. Il avait traversé des blizzards qui transformaient le monde en un mur blanc et statique, affronté des tempêtes de poussière dans l'ouest du Texas, où le soleil devenait rouge sang à midi. Une fois, il avait même vu une tornade toucher le sol à environ 5 km sur sa droite, tandis qu'il serrait le volant à s'en blanchir les jointures et priait pour que son camion ne se retourne pas. Mais rien, absolument rien, dans sa décennie et demie sur la route ne l'avait préparé à ce qu'il allait vivre sur un tronçon solitaire de l'autoroute 666, dans le désert du Nouveau-Mexique. Denny avait 42 ans. Divorcé, il voyait sa fille 2 fois par mois, lorsque ses trajets le ramenaient à Albuquerque. Ce n'était pas un homme imposant, peut-être 1,75 m pour 77 kg, mais son visage buriné par le soleil et les intempéries lui donnait un air plus âgé qu'il ne l'était. Ses mains étaient couvertes de callosité, usées par des années de lutte avec des volants et des sangles d'arrimage. Il avait pris l'habitude de mâchonner des cure-dents pour éviter d'acheter un nouveau paquet de cigarettes. Il avait arrêté de fumer 3 ans plus tôt, mais l'envie le frappait encore fort les nuits comme celle-ci, lorsque la route s'étendait vide et sans fin, et que le silence dans la cabine semblait si épais qu'on aurait pu s'y étouffer. C'était la fin du mois d'octobre, et Denny transportait une cargaison d'équipements de construction de Gallup à Farmington. Le trajet le faisait passer par le coin nord-ouest du Nouveau-Mexique, une région qui ressemblait à la surface de Mars, avec ses roches rouges, ses buissons rachitiques et rien d'autre à perte de vue. Pendant la journée, c'était beau à sa manière, austère et impitoyable, mais la nuit, tout changeait. La nuit, le désert se transformait en une immensité noire qui semblait engloutir tout, même le son. Denny avait emprunté cette route des dizaines de fois, et il connaissait chaque courbe, chaque pente, chaque endroit où la chaussée s'abaissait dans un ravin avant de remonter de l'autre côté. Il aurait presque pu la parcourir les yeux fermés, ce qui était une bonne chose, car il était un peu plus de 2 heures du matin, et il luttait pour garder les yeux ouverts. L'autoroute était complètement déserte. Denny n'avait pas vu un autre véhicule depuis plus d'1 heure. Même pas un autre camion. Ce n'était pas inhabituel à cette heure de la nuit sur ce tronçon de route, mais cela le rendait toujours un peu nerveux. Il y avait quelque chose à être le seul être vivant à des kilomètres à la ronde qui le mettait mal à l'aise, qui le faisait trop réfléchir à ce qui pourrait arriver si quelque chose tournait mal ici. Si son camion tombait en panne, s'il avait une urgence médicale, s'il arrivait n'importe quoi, il serait seul jusqu'à ce que quelqu'un d'autre passe par là, et cela pouvait prendre des heures. Il avait entendu des histoires de routiers morts ici, dans le désert. Principalement des crises cardiaques, et ils n'étaient retrouvés que le lendemain, lorsqu'un autre conducteur repérait leur camion sur le bas-côté et appelait les secours. Denny secouait la tête, essayant de chasser ses pensées morbides. Il allait bien. Le camion roulait sans problème, le moteur ronronnant comme un chat, et il lui restait peut-être 1 heure avant d'atteindre Farmington et de trouver un endroit pour se garer pour la nuit. Il tendit la main pour augmenter le volume de la radio, espérant que de la musique l'aiderait à rester éveillé. Mais il n'obtint que des parasites. C'était une autre particularité de ce tronçon d'autoroute, la réception radio était terrible. Trop loin des grandes villes, trop de montagnes sur le chemin. Il changea de station, cherchant n'importe quoi, même une station AM grésillante diffusant une émission de radio en espagnol, mais il n'y avait rien. Juste ce sifflement interminable de bruit blanc. Avec un soupir, Denny renonça à la radio et passa sur son CB. Au moins, avec le CB, il pourrait peut-être capter des conversations d'autres routiers, même s'ils étaient à des kilomètres de là. Le CB pouvait porter loin ici, dans le désert plat, surtout la nuit, lorsque l'atmosphère faisait des choses étranges aux signaux radio. Il prit le micro et appuya sur le bouton, sa voix rauque à cause de trop de café et pas assez de sommeil. Breaker à 9, ici Denny en direction du nord sur la 66. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute? Il attendit, écoutant les parasites, espérant une réponse. Parfois, d'autres conducteurs répondaient juste pour rompre la monotonie du trajet, échanger des histoires ou des avertissements sur les conditions de la route plus loin. Mais cette nuit-là, il n'y avait rien, juste plus de parasites,
ponctué de temps en temps par un claquement ou un grésillement qui aurait pu être une interférence atmosphérique, ou peut-être quelque chose d'autre. Denny reposait le micro dans son support et se préparait à une autre heure de silence. La route devant lui était parfaitement droite, les lignes blanches brillant dans ses phares comme deux rails menant à l'infini. De chaque côté de l'autoroute, le désert était d'un noir d'encre, le genre d'obscurité que l'on ne trouvait que lorsque l'on était loin de toute ville, de toute maison, de toute source de lumière. Denny pouvait voir les étoiles au-dessus de lui, des milliers d'entre elles, si brillantes et si claires qu'elles semblaient avoir été percées dans le ciel. Il avait toujours aimé regarder les étoiles lorsqu'il était ici, et aimait se sentir petit et insignifiant d'une manière étrangement réconfortante. Quels que soient ses problèmes, quelles que soient ses erreurs, elles n'avaient pas beaucoup d'importance lorsqu'on les considérait sous cet angle. C'est alors qu'il vit le camion. Il était garé sur le bas-côté, à environ 400 mètres devant lui. Aucune lumière allumée, juste une silhouette sombre contre le désert encore plus sombre. En s'approchant, ses phares éclairèrent davantage de détails. Un gros camion, probablement un Kenworth ou un Peterbilt, avec une remorque standard attachée. Le camion était orienté dans la même direction que celle dans laquelle Denny roulait, comme si le conducteur s'était arrêté et avait simplement cessé d'avancer. Il n'y avait pas de feu de détresse clignotant, pas de fusées éclairantes, rien pour indiquer que le conducteur avait des problèmes mécaniques ou avait besoin d'assistance. Le camion était simplement là, silencieux et immobile, comme s'il avait été abandonné. La première réaction de Denny fut de continuer à rouler. Il était tard. Il était fatigué. Et pour ce qu'il en savait, le conducteur faisait simplement une pause, attrapant un peu de sommeil avant de continuer. Mais quelque chose dans cette scène ne lui semblait pas juste. Un conducteur professionnel ne s'arrêtait pas sur le bas-côté sans mettre en place un quelconque avertissement, surtout pas ici, où le prochain véhicule pouvait ne pas passer avant 1 heure ou plus. Et pourquoi quelqu'un choisirait-il de s'arrêter ici, au milieu de nulle part, alors que Farmington était à moins d'1 heure de route et qu'il y avait des aires de repos avec des lumières, de la sécurité et d'autres personnes autour? Contre son meilleur jugement, Denny relâcha l'accélérateur et commença à ralentir. Il se dit qu'il ferait juste un rapide contrôle, s'assurerait que tout allait bien. Peut-être frapperait-il à la porte de la cabine pour voir si le conducteur avait besoin d'aide. C'était la bonne chose à faire, le code des routiers. Veiller les uns sur les autres lorsque l'on était seul sur la route. Il gara son camion sur le bas-côté, à environ 15 mètres derrière le camion garé, alluma ses feux de détresse et actionna le frein à air. Le silence soudain lorsqu'il éteignit le moteur était surprenant. Ici, loin du bruit de l'autoroute, le calme était absolu, presque physique dans son intensité. Denny attrapa sa lampe torche dans la poche de la portière et descendit de la cabine. L'air du désert était froid, bien plus froid qu'il ne l'avait imaginé, et il regretta de ne pas avoir pensé à prendre sa veste. Il pouvait voir son souffle dans le faisceau de la lampe torche alors qu'il marchait vers le camion garé, ses bottes crissant sur le gravier du bas-côté. En s'approchant, il put voir que le camion était vieux, peut-être de 20 ans ou plus, avec de la peinture délavée et des taches de rouille sur la remorque. La plaque d'immatriculation était si couverte de poussière qu'il ne pouvait pas la lire. « Bonjour » appela Denny, sa voix semblant petite et étrange dans cette immensité vide. « Y a-t-il quelqu'un? Vous avez besoin d'aide » Il n'y eut pas de réponse. Denny s'approcha de la portière côté conducteur et braqua le faisceau de sa lampe torche à travers la vitre. La cabine était vide. Pas de conducteur, pas de sac de couchage, pas d'effet personnel qu'il pouvait voir. Les sièges semblaient ne pas avoir été utilisés depuis longtemps, et il y avait une couche de poussière sur le tableau de bord qui suggérait que le camion était là depuis des jours, peut-être des semaines. Cela n'avait aucun sens. Comment un camion pouvait-il être abandonné ici comme ça? Où était passé le conducteur? Denny fit le tour jusqu'à l'arrière de la remorque, balayant la porte avec le faisceau de sa lampe torche. Elles étaient fermées et verrouillées, et lorsqu'il tira dessus, elles ne bougèrent pas. Ce qu'il y avait à l'intérieur, s'il y avait quelque chose, était bien scellé. Il revint vers le côté conducteur, plus confus que jamais. Toute cette situation était anormale. Même si le conducteur avait abandonné le camion pour une raison quelconque, même s'il avait obtenu un trajet avec un autre routier ou appelé quelqu'un pour venir le chercher, il aurait dû y avoir une indication de ce qui s'était passé. Mais il n'y avait rien. Juste ce camion fantôme garé sur le côté de l'autoroute, comme s'il était apparu de nulle part. C'est alors qu'il l'entendit. Une voix, craquelée et déformée, provenant de l'intérieur de la cabine du camion. Il fallut un moment à Denny pour réaliser ce qu'il entendait.
C'était la radio CB, et quelqu'un parlait dessus. Denny. Denny Lyle. Denny se figea, la main sur la poignée de la portière du camion. La voix avait prononcé son nom. Quelqu'un sur la radio CB venait de dire son nom. C'était impossible. Le camion était vide, abandonné. Il n'y avait personne à l'intérieur pour appuyer sur le micro. Et même s'il y avait eu quelqu'un, comment aurait-il su son nom? Il n'avait pas donné son nom complet à la radio, juste son indicatif, Denny. La voix revint, plus claire cette fois, et Denny sentit une vague de froid lui parcourir l'échine. Denny Lyle, nous t'attendions. Denny recula d'un pas du camion, son cœur battant dans sa poitrine. Ce n'était pas normal. Rien de tout cela n'était normal. Il se retourna et commença à marcher rapidement vers son propre camion, le faisceau de la lampe torche oscillant et dansant alors qu'il avançait. Derrière lui, la voix continua, devenant plus forte, plus insistante. Ne pars pas, Denny. Nous devons parler. Nous avons tant à te dire. Denny se mit à courir. Il ne se souciait pas de ce que cela pouvait paraître. Il ne se souciait pas de savoir s'il surréagissait à quelque chose qui avait une explication parfaitement rationnelle. Chaque instinct qu'il avait lui hurlait de retourner à son camion, de s'éloigner de cet endroit, de mettre autant de kilomètres que possible entre lui et cette voix à la radio. Il atteignit sa cabine, se hissa sur le siège du conducteur et claqua la portière derrière lui. Ses mains tremblaient alors qu'il tournait la clé, et pendant un moment terrible, il crut que le moteur ne démarrait pas. Mais il s'alluma et rugit. Denny passa la vitesse et se remit sur l'autoroute, ses pneus projetant du gravier alors qu'il accélérait pour s'éloigner du camion abandonné. Il garda les yeux sur la route devant lui, refusant de regarder dans ses rétroviseurs, refusant de voir si le camion abandonné était toujours garé sur le bas-côté, ou s'il avait mystérieusement disparu de la même manière qu'il était apparu. Sa radio CB grésilla et Denny tendit la main pour l'éteindre, mais avant que sa main ne puisse atteindre le bouton, cette voix revint, cristalline, comme si la personne qui parlait était assise juste là, dans la cabine avec lui. Tu ne peux pas nous fuir, Denny. Nous sommes déjà là. Nous avons toujours été là, et nous savons exactement où tu vas. La main de Denny resta suspendue au-dessus du CB, figée sur place. La voix était différente maintenant. Plusieurs voix parlant à l'unisson, superposées les unes aux autres d'une manière qui lui faisait mal à la tête. Elle ne parlait plus anglais. Du moins, pas un anglais qu'il pouvait comprendre. Les mots étaient déformés, tordus, comme si quelqu'un avait pris un enregistrement de la parole humaine et l'avait passé à l'envers, puis à nouveau à l'endroit à la mauvaise vitesse. Et puis, aussi soudainement que cela avait commencé, la voix s'arrêta. Le CB devint silencieux, pas même de parasite, juste un silence mort. Denny resta assis là, sur le siège du conducteur, ses jointures blanches sur le volant, sa respiration courte et saccadée. Il se disait que c'était une sorte de canular, un routier ennuyé avec trop de temps à perdre, jouant des tours à la radio. Mais il n'y croyait pas. Il avait entendu la voix prononcer son nom complet, son vrai nom, pas seulement son indicatif CB. Et il avait vu ce camion abandonné garé là, au milieu de nulle part, sans explication sur la manière dont il était arrivé là où le conducteur était passé. .er. Denny roula encore 20 minutes avant de commencer à se calmer. Son rythme cardiaque ralentit, sa respiration devint plus régulière, et il commença à se sentir stupide d'avoir paniqué comme il l'avait fait. Il était sur la route depuis trop longtemps, était trop fatigué, et son esprit lui avait joué des tours. Cela devait être ça. Le camion avait probablement appartenu à un autre conducteur qui avait eu des problèmes mécaniques et avait fait de l'autostop avec quelqu'un d'autre. La voix sur le CB avait été une sorte d'interférence radio bizarre. Ou peut-être un autre routier qui avait cherché son nom à partir du logo de son entreprise sur le côté de sa remorque. Il y avait une explication rationnelle à tout. Il devait y en avoir une. Mais au fond de lui, dans un endroit qu'il ne voulait pas reconnaître, Denny savait que ce n'était pas vrai. Quelque chose s'était passé là-bas sur l'autoroute. Quelque chose qui ne rentrait pas dans les catégories nettes des pannes mécaniques et des interférences radio. Quelque chose qui existait dans les espaces entre les explications rationnelles, dans les coins sombres où la logique ne pouvait pas atteindre. Denny était à environ 16 km de Farmington lorsqu'il vit les lumières dans son rétroviseur. Au début, il crut que c'était un autre camion qui le rattrapait, mais à mesure que les lumières se rapprochaient, il réalisa qu'elles n'étaient pas normales. Elles étaient trop hautes par rapport au sol, trop brillantes, et elles se déplaçaient plus vite que n'importe quel camion ne pourrait le faire.
En quelques secondes, le véhicule était juste derrière lui, assez près pour que Denis puisse sentir sa remorque trembler à cause du déplacement d'air. Il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur latéral et sentit son estomac se nouer. C'était le camion abandonné, le même vieux Kenworth à la peinture délavée et à la remorque rouillée. Mais maintenant, il était en mouvement, dévalant l'autoroute à des vitesses qui auraient dû être impossibles pour un camion de cette taille. La cabine était sombre, aucune lumière allumée à l'intérieur, et Denis ne pouvait pas voir qui était au volant. C'était comme si le camion se conduisait tout seul, le poursuivant sur l'autoroute déserte en pleine nuit. Denis appuya sur l'accélérateur, poussant son propre camion aussi vite qu'il le pouvait, mais le camion abandonné suivait sa vitesse sans effort. Il resta juste derrière lui, si près que si Denis avait freiné, il serait entré en collision. Le CB grésilla à nouveau, et cette fois, Denis n'hésita pas. Il attrapa le micro et appuya sur le bouton, sa voix sortant aiguë et tendue par la peur. « Qui êtes-vous ? Que voulez-vous » La réponse fut immédiate. Cette même chorale de voix parlant à l'unisson. « Nous voulons que tu te souviennes, Denis. Nous voulons que tu te souviennes de ce que tu as fait. Nous voulons que tu te souviennes de la raison pour laquelle tu es ici sur cette route, fuyant quelque chose que tu ne peux pas nommer. » L'esprit de Denis s'emballa. « De quoi parlez-vous ? Je n'ai rien fait. Je n'ai blessé personne. Je n'ai commis aucun crime qui pourrait expliquer cette poursuite cauchemardesque. » Les voix rirent, un son semblable à du verre brisé et du métal grinçant. « Tu ne te souviens pas. Pas encore. Mais tu te souviendras, Denis. Quand tu atteindras l'endroit où cela s'est produit, tu te souviendras de tout. Et alors tu comprendras pourquoi nous sommes ici. Pourquoi nous avons toujours été ici, attendant que tu reviennes. » Le camion derrière lui bondit en avant, et pendant un moment, Denis crut qu'il allait le percuter, mais au lieu de cela, il se plaça à côté de lui, ajustant parfaitement sa vitesse. Denis regarda par la vitre côté conducteur de l'autre camion, et ce qu'il vit faillit lui faire perdre le contrôle de son propre véhicule. Il y avait quelque chose sur le siège du conducteur. Une forme qui aurait pu être humaine, mais qui ne l'était pas. Qui ne pouvait pas l'être. Elle était trop grande, trop mince, avec des membres qui se pliaient à des angles étranges, et une tête qui penchait sur le côté d'une manière qui suggérait que le cou était brisé. La chose se tourna pour regarder Denis, et dans l'obscurité de la cabine, il pouvait voir des yeux qui brillaient d'une lumière pâle et maladive. Denis hurla. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Le son jaillit de sa gorge, brut et primitif. Le son d'un homme confronté à quelque chose qui ne devrait pas exister. Il tira brusquement le volant vers la droite, essayant de mettre de la distance entre lui et le camion cauchemardesque, mais l'autre camion suivit son mouvement, restant juste à côté de lui. La chose sur le siège du conducteur leva un bras incroyablement long et pressa sa main, si on pouvait l'appeler ainsi, contre la vitre. Denis pouvait voir de longs doigts arachnéens s'étaler sur le verre. Et pendant un moment horrible, il crut que la chose allait briser la vitre, qu'elle allait traverser l'espace entre les deux camions et l'arracher de sa cabine. Et puis, soudainement, l'autre camion avait disparu. Il s'était simplement évanoui, comme s'il n'avait jamais été là. Denis était de nouveau seul sur l'autoroute, la route devant lui vide et sombre. Aucune trace du camion abandonné ou de la chose qui le conduisait. Le CB était silencieux. Le désert était calme. C'était comme si les 10 dernières minutes avaient été une hallucination, un cauchemar éveillé provoqué par l'épuisement et trop d'heures passées au volant. Mais Denis savait mieux. Ses mains tremblaient encore. Sa chemise était trempée de sueur. Et il pouvait encore entendre l'écho de ses voix dans sa tête, lui disant de se souvenir, lui disant qu'il comprendrait lorsqu'il atteindrait l'endroit où cela s'était produit. Denis conduisit le reste du chemin jusqu'à Farmington dans un état de choc engourdi. Il trouva une aire de repos en bordure de la ville, se gara sur une place de parking et resta assis dans sa cabine, moteur tournant et toutes les portières verrouillées. Il ne dormit pas. Il ne le pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait cette chose dans l'autre camion, cette silhouette incroyablement grande avec ses yeux brillants et son cou brisé, et ses doigts impossiblement longs pressés contre la vitre. Il voyait le camion abandonné garé sur le bas-côté et entendait ses voix à la radio CB prononçant son nom, lui disant qu'elle l'avait attendu. Lorsque le soleil se leva enfin, peignant le désert de nuances d'orange et d'or, Denis sentit une partie de la tension quitter son corps. Le matin rendait tout moins menaçant, moins réel. Il pouvait presque se convaincre que ce n'avait été qu'un rêve, une sorte d'hallucination induite par le stress.
Presque, mais pas tout à fait. Parce qu'il avait vu ce qu'il avait vu, et il avait entendu ce qu'il avait entendu, et aucune quantité de lumière du jour ne changerait cela. Denny descendit de sa cabine et entra dans le restaurant de l'aire de repos. Il avait besoin de café, de nourriture, d'être entouré d'autres personnes, et de se convaincre que le monde était encore normal, qu'il fonctionnait encore selon les règles qu'il comprenait. Le restaurant était animé par l'affluence du matin, des routiers prenant leur petit déjeuner avant de partir sur leur trajet, et le bruit et l'agitation étaient réconfortants d'une manière que Denny ne pouvait pas tout à fait expliquer. Il s'installa dans un box et commanda un café et des œufs à une serveuse à l'air fatigué. Pendant qu'il attendait sa nourriture, il sortit son téléphone et fit quelque chose qu'il avait reporté pendant des heures. Il chercha « Autoroute 666 » sur Google. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait. Peut-être un peu d'histoire sur la route. Peut-être des rapports d'autres conducteurs ayant vécu quelque chose de similaire. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. L'autoroute 666 avait une réputation. Les routiers l'appelaient l'autoroute du diable, et il y avait des dizaines d'histoires sur des événements étranges sur ce tronçon de route. Des véhicules abandonnés qui apparaissaient et disparaissaient. Des voix à la radio CB qui savaient des choses qu'elles ne devraient pas savoir. Qui parlaient dans des langues que personne ne reconnaissait. Des camions fantômes qui poursuivaient les conducteurs sur l'autoroute déserte, apparaissant toujours la nuit, disparaissant toujours sans laisser de traces. Et des accidents. Tant d'accidents, des collisions qui se produisaient sans raison apparente. Des conducteurs qui quittaient la route ou entraient en collision avec d'autres véhicules, affirmant dans leurs derniers instants que quelque chose les poursuivait, quelque chose qui n'était pas humain. Denny posa son téléphone, les mains tremblantes. Il n'était pas fou. Il n'était pas le premier à vivre cela, et il ne serait pas le dernier. Mais savoir cela ne le faisait pas se sentir mieux. Si quoi que ce soit, cela rendait les choses pires, car cela signifiait que ce qu'il avait rencontré là-bas sur l'autoroute était réel. C'était un phénomène récurrent qui se produisait depuis des années, peut-être des décennies, et personne n'avait pu l'arrêter. Personne n'avait pu l'expliquer. La serveuse apporta sa nourriture, mais Denny constata qu'il avait perdu l'appétit. Il sirota son café et fixa la fenêtre donnant sur le parking, regardant les autres routiers aller et venir, se demandant si l'un d'eux avait emprunté l'autoroute 666, s'il avait entendu les voix ou vu le camion fantôme. Il voulait demander, voulait trouver quelqu'un qui comprendrait ce qu'il avait traversé, mais il savait à quel point il sonnerait fou. Son téléphone vibra, et Denny baissa les yeux pour voir un message de son dispatch. Une autre cargaison était prête à être récupérée à Gallup, en direction d'Albuquerque. Le trajet le ramènerait sur l'autoroute 666, à travers ce tronçon de désert où le camion abandonné était garé, là où les voix avaient prononcé son nom. La première réaction de Denny fut de refuser, de dire à son dispatch qu'il était malade, que son camion avait besoin d'entretien, n'importe quoi pour éviter de retourner sur cette route. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire cela. S'il commençait à refuser des chargements, s'il évitait certaines routes, il perdrait son emploi, et plus que cela, il admettrait que ce qui lui était arrivé là-bas l'avait brisé, lui avait enlevé sa capacité à faire la seule chose qu'il savait faire. Alors Denny finit son café, paya l'addition et sortit du restaurant. Il grimpa dans sa cabine, démarra le moteur et quitta le parking de l'aire de repos. Il emprunterait à nouveau l'autoroute 666. Il repasserait par ce tronçon de désert, et si les voix revenaient, si le camion fantôme apparaissait dans ses rétroviseurs, il les affronterait. Il n'avait pas le choix. Denny roula vers le sud pendant 3 heures avant de devoir s'arrêter à nouveau. Ses mains étaient engourdies à force de serrer le volant trop fort, et ses yeux lui donnaient l'impression d'être pleins de sable à force de fixer la route sans cligner des yeux. Il avait vérifié ses rétroviseurs de manière obsessionnelle, guettant tout signe de ce camion fantôme, tout éclair de phare qui n'aurait pas dû être là. Mais l'autoroute était restée miraculeusement vide. Juste lui, le désert et le soleil montant dans le ciel du matin, brûlant les ombres qui l'avaient terrifié pendant la nuit. Il s'arrêta dans une petite aire de repos juste à l'extérieur de Gallup, un endroit appelé la Rose du désert qui s'adressait principalement au trafic local. Ce n'était pas grand-chose, juste une station-service avec quelques pompes à diesel et un magasin de commodités qui vendait des snacks surtaxés et des boissons énergisantes, mais c'était assez animé pour que Denny s'y sente en sécurité. Il gara son camion à l'écart du bâtiment principal, coupa le moteur et s'assit un moment dans le silence, essayant de rassembler ses pensées. Son téléphone indiquait qu'il était un peu plus de 9 heures du matin. Dans un monde normal, un jour normal,
il aurait été épuisé après avoir conduit toute la nuit et prêt à attraper quelques heures de sommeil avant de récupérer sa prochaine cargaison. Mais ce n'était pas un jour normal. Et Denny savait que s'il fermait les yeux maintenant, il verrait cette chose sur le siège du conducteur du camion fantôme, ses yeux brillants et ce cou brisé, et ses doigts impossiblement longs pressés contre la vitre. Alors, au lieu de dormir, Denny descendit de sa cabine et entra dans le magasin de commodités. Il avait besoin de bouger, d'être entouré d'autres personnes, de faire quelque chose de normal et de banal qui le convaincrait que le monde avait encore un sens. Le magasin était étrangement bondé pour un matin de semaine, avec un mélange de routiers et de travailleurs locaux prenant un café avant de se rendre à leur travail. Denny se versa une grande tasse de café à la machine en libre-service, y ajouta suffisamment de sucre pour le rendre presque buvable, et se promena de long en large dans les allées sans vraiment voir ce qu'il y avait sur les étagères. Il se retrouva au comptoir derrière une femme qui achetait des billets de loterie et discutait avec le caissier des numéros porte-bonheur. Denny attendit patiemment, sirotant son café et essayant de ne pas penser aux voix sur la radio CB, à ce qu'elles avaient dit à propos de se souvenir de quelque chose lorsqu'il atteindrait l'endroit où cela s'était produit. Quel endroit? De quoi était-il censé se souvenir? Son esprit ne cessait de revenir à cette question, essayant de trouver une réponse qui ait un sens. Mais il n'y avait rien, aucun souvenir d'avoir jamais fait quoi que ce soit sur l'autoroute 666 qui pourrait expliquer ce qui lui était arrivé la nuit dernière. Il avait emprunté cette route des dizaines de fois au fil des ans, et cela avait toujours été juste un autre tronçon d'autoroute, pas différent de 1000 autres tronçons qu'il avait parcourus à travers le pays. La femme finit enfin d'acheter ses billets et partit, et Denny s'avança au comptoir. Le caissier était un jeune homme, peut-être âgé de 25 ans, avec une barbe hirsute et des yeux fatigués qui suggéraient qu'il avait travaillé de nuit. Il enregistra le café de Denny sans le regarder, ses mouvements automatiques et ennuyés. Denny paya et était sur le point de partir lorsqu'une impulsion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer le fit s'arrêter. « Écoutez, » dit Denny, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Vous avez déjà entendu des histoires sur l'autoroute 666 ? Des trucs bizarres qui s'y passent. » Le caissier leva les yeux vers lui et, pendant un instant, quelque chose traversa son visage. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou de la peur, mais cela disparut, remplacé par une expression soigneusement neutre. Quel genre de truc bizarre? Denny hésita. Il ne voulait pas avoir l'air fou. Ne voulait pas dire à ce gars des camions fantômes et des voix à la radio CB qui connaissait son nom. Mais il avait aussi désespérément besoin de savoir si quelqu'un d'autre avait vécu ce qu'il avait vécu, s'il y avait une explication à ce qui s'était passé là-bas dans le noir. Vous savez, des choses étranges, des véhicules abandonnés, des interférences radio, ce genre de choses. Le caissier resta silencieux pendant un long moment, ses yeux scrutant le visage de Denny. Puis il se pencha légèrement en avant, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Vous avez vu quelque chose là-bas, n'est-ce pas? La nuit dernière. » Denny sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Comment savez-vous que c'était la nuit dernière? » « Parce que c'est toujours la nuit, » dit le caissier. « C'est à ce moment-là qu'ils sortent. C'est à ce moment-là que la route vous montre ce qu'elle est vraiment. » Il jeta un regard autour du magasin, s'assurant que personne d'autre n'était assez proche pour entendre. « Écoutez, mon pote, je ne sais pas ce que vous avez vu, et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais si vous êtes intelligent, vous trouverez un autre itinéraire. L'autoroute 666 n'est pas normale. Elle ne l'a jamais été. Les gens voient des choses là-bas, entendent des choses, et certains ne reviennent pas. Ceux qui reviennent, ils sont changés. On peut le voir dans leurs yeux. » Denny voulait le presser pour obtenir plus d'informations. Voulait exiger que le caissier lui dise tout ce qu'il savait sur l'autoroute et ce qui était arrivé au conducteur qui n'était pas revenu. Mais quelque chose dans l'expression du jeune homme l'en empêcha. Le caissier avait l'air sincèrement effrayé, et Denny réalisa que le pousser trop fort ne ferait que le faire se refermer complètement. Alors, au lieu de cela, Denny se contenta de hocher la tête et dit « Merci pour l'avertissement. » Le caissier hocha la tête en retour, se tournant déjà pour aider le prochain client. « Faites attention là-bas, et quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas sur l'autoroute après la tombée de la nuit. Pour rien. » Denny quitta le magasin et retourna vers son camion, les paroles du caissier résonnant dans sa tête. Ne vous arrêtez pas sur l'autoroute après la tombée de la nuit, mais il l'avait déjà fait. Il s'était déjà arrêté pour vérifier ce camion abandonné, et regarder où cela l'avait mené. Denny conduisit le reste du chemin jusqu'à Albuquerque dans un état de choc engourdi.
Il trouva une aire de repos en bordure de la ville, se gara sur une place de parking et resta assis dans sa cabine, moteur tournant et toutes les portières verrouillées. Il ne dormit pas. Il ne le pouvait pas. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait cette chose dans l'autre camion, cette silhouette incroyablement grande avec ses yeux brillants et son cou brisé, et ses doigts impossiblement longs pressés contre la vitre. Il voyait le camion abandonné garé sur le bas-côté et entendait ses voix à la radio CB prononçant son nom, lui disant qu'elle l'avait attendu. Lorsque le soleil se leva enfin, peignant le désert de nuances d'orange et d'or, Denis sentit une partie de la tension quitter son corps. Le matin rendait tout moins menaçant, moins réel. Il pouvait presque se convaincre que ce n'avait été qu'un rêve, une sorte d'hallucination induite par le stress. Presque, mais pas tout à fait. Parce qu'il avait vu ce qu'il avait vu, et il avait entendu ce qu'il avait entendu, et aucune quantité de lumière du jour ne changerait cela. Denis descendit de sa cabine et entra dans le restaurant de l'aire de repos. Il avait besoin de café, de nourriture, d'être entouré d'autres personnes, et de se convaincre que le monde était encore normal, qu'il fonctionnait encore selon les règles qu'il comprenait. Le restaurant était animé par l'affluence du matin, des routiers prenant leur petit déjeuner avant de partir sur leur trajet, et le bruit et l'agitation étaient réconfortants d'une manière que Denis ne pouvait pas tout à fait expliquer. Il s'installa dans un box et commanda un café et des œufs à une serveuse à l'air fatigué. Pendant qu'il attendait sa nourriture, il sortit son téléphone et fit quelque chose qu'il avait reporté pendant des heures. Il chercha « Autoroute 666 » sur Google. Il n'était pas sûr de ce qu'il cherchait. Peut-être un peu d'histoire sur la route. Peut-être des rapports d'autres conducteurs ayant vécu quelque chose de similaire. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. L'autoroute 666 avait une réputation. Les routiers l'appelaient l'autoroute du diable, et il y avait des dizaines d'histoires sur des événements étranges sur ce tronçon de route. Des véhicules abandonnés qui apparaissaient et disparaissaient. Des voix à la radio CB qui savaient des choses qu'elles ne devraient pas savoir. Qui parlaient dans des langues que personne ne reconnaissait. Des camions fantômes qui poursuivaient les conducteurs sur l'autoroute déserte, apparaissant toujours la nuit, disparaissant toujours sans laisser de traces. Et des accidents. Tant d'accidents, des collisions qui se produisaient sans raison apparente. Des conducteurs qui quittaient la route ou entraient en collision avec d'autres véhicules, affirmant dans leurs derniers instants que quelque chose les poursuivait, quelque chose qui n'était pas humain. Denis posa son téléphone, les mains tremblantes. Il n'était pas fou. Il n'était pas le premier à vivre cela, et il ne serait pas le dernier. Mais savoir cela ne le faisait pas se sentir mieux. Si quoi que ce soit, cela rendait les choses pires, car cela signifiait que ce qu'il avait rencontré là-bas sur l'autoroute était réel. C'était un phénomène récurrent qui se produisait depuis des années, peut-être des décennies, et personne n'avait pu l'arrêter. Personne n'avait pu l'expliquer. La serveuse apporta sa nourriture, mais Denis constata qu'il avait perdu l'appétit. Il sirota son café et fixa la fenêtre donnant sur le parking, regardant les autres routiers aller et venir, se demandant si l'un d'eux avait emprunté l'autoroute 666, s'il avait entendu les voix ou vu le camion fantôme. Il voulait demander, voulait trouver quelqu'un qui comprendrait ce qu'il avait traversé, mais il savait à quel point il sonnerait fou. Son téléphone vibra, et Denis baissa les yeux pour voir un message de son dispatch. Une autre cargaison était prête à être récupérée à Gallup, en direction d'Albuquerque. Le trajet le ramènerait sur l'autoroute 666, à travers ce tronçon de désert où le camion abandonné était garé, là où les voix avaient prononcé son nom. La première réaction de Denis fut de refuser, de dire à son dispatch qu'il était malade, que son camion avait besoin d'entretien, n'importe quoi pour éviter de retourner sur cette route. Mais il savait qu'il ne pouvait pas faire cela. S'il commençait à refuser des chargements, s'il évitait certaines routes, il perdrait son emploi, et plus que cela, il admettrait que ce qui lui était arrivé là-bas l'avait brisé, lui avait enlevé sa capacité à faire la seule chose qu'il savait faire. Alors Denis finit son café, paya l'addition et sortit du restaurant. Il grimpa dans sa cabine, démarra le moteur et quitta le parking de l'aire de repos. Il emprunterait à nouveau l'autoroute 666. Il repasserait par ce tronçon de désert, et si les voix revenaient, si le camion fantôme apparaissait dans ses rétroviseurs, il les affronterait. Il n'avait pas le choix. Denis roula vers le sud pendant 3 heures avant de devoir s'arrêter à nouveau. Ses mains étaient engourdies à force de serrer le volant trop fort, et ses yeux lui donnaient l'impression d'être pleins de sable à force de fixer la route sans cligner des yeux. Il avait vérifié ses rétroviseurs de manière obsessionnelle, guettant tout signe de ce camion fantôme, tout éclair de phare qui n'aurait pas dû être là.
Mais l'autoroute était restée miraculeusement vide. Juste lui, le désert et le soleil montant dans le ciel du matin, brûlant les ombres qui l'avaient terrifié pendant la nuit. Il s'arrêta dans une petite aire de repos juste à l'extérieur de Gallup, un endroit appelé la Rose du désert qui s'adressait principalement au trafic local. Ce n'était pas grand-chose, juste une station-service avec quelques pompes à diesel et un magasin de commodités qui vendait des snacks surtaxés et des boissons énergisantes, mais c'était assez animé pour que Denny s'y sente en sécurité. Il gara son camion à l'écart du bâtiment principal, coupa le moteur et s'assit un moment dans le silence, essayant de rassembler ses pensées. Son téléphone indiquait qu'il était un peu plus de 9 heures du matin. Dans un monde normal, un jour normal, il aurait été épuisé après avoir conduit toute la nuit et prêt à attraper quelques heures de sommeil avant de récupérer sa prochaine cargaison. Mais ce n'était pas un jour normal. Et Denny savait que s'il fermait les yeux maintenant, il verrait cette chose sur le siège du conducteur du camion fantôme, ses yeux brillants et ce cou brisé, et ses doigts impossiblement longs pressés contre la vitre. Alors, au lieu de dormir, Denny descendit de sa cabine et entra dans le magasin de commodités. Il avait besoin de bouger, d'être entouré d'autres personnes, de faire quelque chose de normal et de banal qui le convaincrait que le monde avait encore un sens. Le magasin était étrangement bondé pour un matin de semaine, avec un mélange de routiers et de travailleurs locaux prenant un café avant de se rendre à leur travail. Denny se versa une grande tasse de café à la machine en libre-service, y ajouta suffisamment de sucre pour le rendre presque buvable, et se promena de long en large dans les allées sans vraiment voir ce qu'il y avait sur les étagères. Il se retrouva au comptoir derrière une femme qui achetait des billets de loterie et discutait avec le caissier des numéros porte-bonheur. Denny attendit patiemment, sirotant son café et essayant de ne pas penser aux voix sur la radio CB, à ce qu'elles avaient dit à propos de se souvenir de quelque chose lorsqu'il atteindrait l'endroit où cela s'était produit. Quel endroit? De quoi était-il censé se souvenir? Son esprit ne cessait de revenir à cette question, essayant de trouver une réponse qui ait un sens. Mais il n'y avait rien, aucun souvenir d'avoir jamais fait quoi que ce soit sur l'autoroute 666 qui pourrait expliquer ce qui lui était arrivé la nuit dernière. Il avait emprunté cette route des dizaines de fois au fil des ans, et cela avait toujours été juste un autre tronçon d'autoroute, pas différent de 1000 autres tronçons qu'il avait parcourus à travers le pays. La femme finit enfin d'acheter ses billets et partit, et Denny s'avança au comptoir. Le caissier était un jeune homme, peut-être âgé de 25 ans, avec une barbe hirsute et des yeux fatigués qui suggéraient qu'il avait travaillé de nuit. Il enregistra le café de Denny sans le regarder, ses mouvements automatiques et ennuyés. Denny paya et était sur le point de partir lorsqu'une impulsion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer le fit s'arrêter. « Écoutez, » dit Denny, sa voix sortant plus rauque qu'il ne l'avait voulu. « Vous avez déjà entendu des histoires sur l'autoroute 666 ? Des trucs bizarres qui s'y passent. » Le caissier leva les yeux vers lui et, pendant un instant, quelque chose traversa son visage. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou de la peur, mais cela disparut, remplacé par une expression soigneusement neutre. Quel genre de truc bizarre? Denny hésita. Il ne voulait pas avoir l'air fou. Ne voulait pas dire à ce gars des camions fantômes et des voix à la radio CB qui connaissait son nom. Mais il avait aussi désespérément besoin de savoir si quelqu'un d'autre avait vécu ce qu'il avait vécu, s'il y avait une explication à ce qui s'était passé là-bas dans le noir. Vous savez, des choses étranges, des véhicules abandonnés, des interférences radio, ce genre de choses. Le caissier resta silencieux pendant un long moment, ses yeux scrutant le visage de Denny. Puis il se pencha légèrement en avant, sa voix tombant à peine au-dessus d'un murmure. « Vous avez vu quelque chose là-bas, n'est-ce pas? La nuit dernière. » Denny sentit son rythme cardiaque s'accélérer. « Comment savez-vous que c'était la nuit dernière? » « Parce que c'est toujours la nuit, » dit le caissier. « C'est à ce moment-là qu'ils sortent. C'est à ce moment-là que la route vous montre ce qu'elle est vraiment. » Il jeta un regard autour du magasin, s'assurant que personne d'autre n'était assez proche pour entendre. « Écoutez, mon pote, je ne sais pas ce que vous avez vu, et franchement, je ne veux pas le savoir. Mais si vous êtes intelligent, vous trouverez un autre itinéraire. L'autoroute 666 n'est pas normale. Elle ne l'a jamais été. Les gens voient des choses là-bas, entendent des choses, et certains ne reviennent pas. Ceux qui reviennent, ils sont changés. On peut le voir dans leurs yeux. » Denny voulait le presser pour obtenir plus d'informations. Voulait exiger que le caissier lui dise tout ce qu'il savait sur l'autoroute et ce qui était arrivé au conducteur qui n'était pas revenu. Mais quelque chose dans l'expression du jeune homme l'en empêcha. Le caissier avait l'air sincèrement effrayé, et Denny réalisa que le pousser trop fort ne ferait que le faire se refermer complètement.
Alors, au lieu de cela, Denny se contenta de hocher la tête et dit « Merci pour l'avertissement ». Le caissier hocha la tête en retour, se tournant déjà pour aider le prochain client. « Faites attention là-bas, et quoi que vous fassiez, ne vous arrêtez pas sur l'autoroute après la tombée de la nuit. » Pour rien. Denny quitta le magasin et retourna vers son camion, les paroles du caissier résonnant dans sa tête. Ne vous arrêtez pas sur l'autoroute après la tombée de la nuit, mais il l'avait déjà fait. Il s'était déjà arrêté pour vérifier ce camion abandonné, et regarder où cela l'avait mené. Wade Coltrane observait l'orage se former depuis une heure, suivant sa progression à travers le désert de l'Arizona comme un prédateur traquant sa proie. Des nuages sombres s'accumulaient à l'horizon ouest, des cumulonimbus en forme d'enclume qui s'élevaient si haut qu'ils semblaient racler le plafond du ciel. Des éclairs zébraient leur intérieur, des éclats blancs de lumière qui illuminaient les nuages de l'intérieur, et même à 60 km de distance, Wade pouvait voir le rideau gris de pluie tomber sous le système orageux, obscurcissant tout ce qu'il touchait. C'était le genre d'orage qui faisait s'arrêter les routiers expérimentés et attendre que cela passe. Le genre qui pouvait renverser un camion entièrement chargé si l'on avait la malchance de prendre un vent traversier au mauvais moment. Wade avait 48 ans et conduisait des camions depuis près de 30 ans. Assez longtemps pour savoir quand il fallait forcer le passage par mauvais temps et quand il fallait trouver un endroit sûr pour se garer. Il avait conduit à travers des blizzards dans le Wyoming, des tempêtes de poussière dans l'ouest du Texas, et une fois, mémorablement, à travers la lisière d'un ouragan en Louisiane qui avait failli arracher les portes de sa cabine. Mais les orages du désert étaient différents. Ils arrivaient vite et frappaient fort, avec des vents pouvant atteindre 110 ou 130 km/h et une pluie si dense qu'on ne voyait plus le capot de son propre camion. Et l'autoroute 666, le tronçon de route qu'il empruntait actuellement, était particulièrement mauvaise pendant la saison des orages. L'autoroute traversait une campagne ouverte sans brise-vent naturel, sans endroit où se cacher lorsque le temps devenait mauvais. Il consulta son GPS, cherchant la ville ou l'aire de repos la plus proche où il pourrait s'arrêter et attendre que l'orage passe. L'écran ne montrait rien pour les 100 prochains kilomètres, à part l'autoroute et le désert vide, ce qui n'était pas inhabituel pour cette partie de l'Arizona. La population ici était clairsemée, dispersée sur de vastes distances, avec de petites villes séparées par des heures de conduite à travers rien d'autre que des buissons et des rochers rouges. Wade savait qu'il aurait dû s'arrêter à Hullbrook, aurait dû prendre son dîner et attendre de voir si l'orage passerait avant de continuer. Mais il était en retard sur son planning, et son dispatch lui avait écrit à propos des heures de livraison. Maintenant, il allait payer pour cette décision. Le vent frappa en premier. Une rafale soudaine qui poussa contre le côté de la remorque de Wade assez fort pour faire trembler tout le camion. Wade serra plus fort le volant, ses jointures blanchissant alors qu'il luttait pour garder le camion dans sa voie. Le vent vint ensuite par vagues, soufflant le camion de différents angles, donnant l'impression que quelque chose le poussait physiquement, essayant de le faire sortir de la route. Wade relâcha l'accélérateur, réduisant sa vitesse de 100 à 70, puis à 50 km/h. Mieux valait rouler lentement et rester sur la route que de forcer et finir dans un fossé. La pluie arriva ensuite, si soudaine et si forte que c'était comme si quelqu'un avait jeté un seau d'eau sur le pare-brise. Les essuie-glaces de Wade étaient sur leur réglage le plus élevé, mais il pouvait à peine suivre, balayant d'avant en arrière dans un rythme frénétique qui laissait encore plus d'eau que de verre visible. La route devant lui disparut dans un mur gris, et Wade se retrouva à conduire presque à l'aveugle, naviguant grâce à la faible ligne blanche au bord de la chaussée, et priant pour qu'il n'y ait rien d'arrêté dans sa voie. Le tonnerre roula à travers le désert, si fort que Wade pouvait le sentir dans sa poitrine. Et un éclair fendit le ciel directement au-dessus de lui. L'éclat était assez brillant pour laisser des images rémanentes brûler dans les rétines de Wade, et pendant un moment, il fut complètement désorienté, incertain de la direction dans laquelle il faisait face, ou même s'il était encore sur la route. Il pompa doucement les freins, essayant de ralentir sans perdre l'adhérence sur la chaussée mouillée. Et c'est alors qu'il le vit, un panneau sur le côté de la route, brièvement illuminé par un autre éclair. Il était vieux et usé par les intempéries, le genre de panneau qui se dressait au bord des autoroutes depuis les années 1950, et il indiquait « Motel Desert Rose, 3 km, chambre disponible ». Wade avait emprunté l'autoroute 666 des dizaines de fois au fil des ans, et il n'avait jamais vu ce panneau auparavant. N'avait jamais entendu parler d'un motel appelé Desert Rose dans cette région. Mais après tout, la visibilité était terrible, et il était concentré sur le fait de garder son camion sur la route, alors peut-être l'avait-il manqué lors de ses précédents trajets. Et en ce moment,
Avec l'orage qui empirait de minute en minute et sa visibilité réduite à presque rien, Wade ne se souciait pas vraiment de savoir s'il avait vu le panneau auparavant ou non. Il avait juste besoin de quitter l'autoroute avant de perdre le contrôle du camion ou de heurter quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. 3 kilomètres plus loin, exactement là où le panneau l'avait indiqué, Wade vit des lumières briller à travers la pluie. Un groupe de bâtiments en retrait de l'autoroute, disposés en forme de L classique d'un vieux motel de bord de route. Il y avait une enseigne au néon près de la route qui épelait déserte rose en lettres roses délavées, avec un panneau plus petit en dessous qui clignotait entre chambres disponibles et complet dans un rythme qui semblait presque hypnotique. Wade tourna de l'autoroute sur une allée en gravier, ses pneus crissant sur les pierres mouillées, et entra dans le parking. Le motel semblait sortir d'une autre époque. Construction d'un seul étage, peut-être une douzaine de chambres au total, chacune avec sa propre porte peinte en turquoise écaillée et une grande fenêtre couverte de rideaux épais. Le bureau était à l'extrémité proche du L, identifiable par le mot bureau peint sur la porte et une lumière qui brillait à travers la fenêtre. Il n'y avait aucun autre véhicule dans le parking, aucune voiture ni camion, ce qui sembla étrange à Wade, étant donné qu'il ne pouvait pas être le seul à chercher un abri contre l'orage. Mais peut-être que d'autres conducteurs avaient forcé le passage, ou peut-être s'étaient-ils arrêtés à d'autres endroits. De toute façon, Wade était simplement reconnaissant d'avoir trouvé un endroit où se garer. Il actionna le frein à air et coupa le moteur, puis resta assis dans la cabine un moment, écoutant la pluie tambouriner sur le toit et regardant les éclairs zébrer le ciel. L'orage ne montrait aucun signe de faiblir. Au contraire, il semblait empirer, et Wade savait qu'il avait pris la bonne décision en quittant l'autoroute. Il attendrait que le temps se calme ici, prendrait peut-être une chambre si elles en avaient une de disponible, et continuerait son chemin le matin lorsque les conditions seraient plus sûres. Wade enfila sa veste de pluie, attrapa son sac de nuit et son portefeuille, et descendit de la cabine. La pluie le frappa immédiatement, trempant son jean en quelques secondes. Malgré la veste, le vent était encore pire, assez fort pour que Wade doive se pencher dedans juste pour rester debout. Et le son était incroyable. Un rugissement qui noyait tout le reste. Wade courut à moitié, chancela à moitié à travers le parking vers le bureau du motel, ses bottes éclaboussant dans les flaques qui s'étaient déjà formées dans les points bas du gravier. La porte du bureau était lourde, en bois massif qui s'était légèrement déformé avec l'âge, et Wade dut mettre son épaule dedans pour l'ouvrir. Il trébucha à l'intérieur, l'eau dégoulinant de ses vêtements et de ses cheveux, et resta là un moment, reprenant son souffle et essayant d'essuyer la pluie de ses yeux. Le bureau était chaud, presque trop chaud, avec un radiateur électrique dans le coin dégageant assez de chaleur pour faire sentir l'espace réduit comme un sauna. Les murs étaient décorés de photographies délavées du désert de l'Arizona à une époque meilleure, et il y avait un bureau le long du mur du fond avec un registre des invités à l'ancienne et une cloche qui indiquait « Sonner pour le service ». Derrière le bureau était assise une femme qui aurait pu avoir entre 60 et 80 ans. Elle avait des cheveux gris acier tirés en arrière en un chignon serré, des traits anguleux qui suggéraient qu'elle avait été belle autrefois, et des yeux si pâles qu'ils étaient presque sans couleur. Elle portait un cardigan malgré la chaleur, et elle observait Wade avec une expression difficile à déchiffrer. Pas exactement hostile, mais pas accueillante non plus. Plutôt comme si elle l'étudiait, essayant de décider quel genre de personne il était et s'il devait rester dans son motel. « Sacré orage », dit Wade, essayant de briser le silence. Sa voix sortit rauque, et il réalisa qu'il avait serré le volant si fort pendant la dernière heure que sa gorge était tendue par la tension. La femme hocha lentement la tête. « C'est vrai. Nous n'en avons pas souvent comme celui-ci, même ici. Vous avez de la chance de nous avoir trouvés quand vous l'avez fait. Quelques kilomètres de plus et vous auriez été dans de vrais ennuis. Je vous remercie d'avoir laissé les lumières allumées. J'ai emprunté ce tronçon d'autoroute une douzaine de fois, et je ne me souviens pas avoir vu votre motel auparavant, mais je suis bien content de l'avoir vu ce soir. » Quelque chose traversa le visage de la femme, une expression que Wade ne put pas tout à fait interpréter. « Nous sommes ici depuis longtemps, depuis 1952, selon le panneau à l'extérieur. Bien que je pense qu'il était ici avant cela sous un autre nom. Les gens nous manquent parfois. Nous sommes faciles à négliger si l'on ne fait pas attention. » Wade s'approcha du bureau, ses bottes faisant un bruit de succion à chaque pas et laissant des empreintes mouillées sur le sol en linoléum. « J'ai besoin d'une chambre pour la nuit, juste une. Et j'ai mon camion garé là-bas, si c'est d'accord. » « Nous n'avons pas beaucoup de routiers, » dit la femme, mais elle était déjà en train de retourner le registre des invités et de le faire glisser vers Wade à travers le bureau. La plupart d'entre eux préfèrent les grandes aires de repos, celles avec des douches et des restaurants et d'autres conducteurs avec qui parler,
mais vous êtes le bienvenu ici. Les chambres sont à $30 pour la nuit, en espèces uniquement. Pas de carte de crédit, pas de chèque. Wade sortit son portefeuille et compta 3 billets de $10, les posant sur le bureau. Les billets semblaient étranges sous la lumière jaune chaude du bureau, trop brillant et trop moderne contre le bois ancien et les photographies délavées. La femme prit l'argent sans le compter et le glissa dans une caisse en métal sous le bureau, puis sortit une clé attachée à une grande étiquette en plastique avec le numéro 7 estampillé dessus. La chambre 7 est à l'extrémité éloignée, dit-elle, pointant vers le long bras du bâtiment en forme de L. Drap propre, serviette propre, eau chaude dans la douche. Il n'y a pas de téléphone dans la chambre ni de télévision, mais je n'imagine pas que vous en aurez besoin ce soir. L'orage devrait passer d'ici le matin, et vous pourrez repartir. Wade prit la clé, le plastique froid contre sa paume. Merci, madame. Je n'ai pas attrapé votre nom. Elvira Dunn, dit la femme. Je possède l'endroit. Depuis 30 ans, depuis que mon mari est décédé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'importe quoi, vous n'avez qu'à venir frapper à cette porte. J'habite dans l'appartement à l'arrière et je suis une dormeuse légère. Je vous en suis reconnaissant, madame Dunn. Je m'appelle Wade Coltrane. Je sais, dit Elvira. Et il y avait quelque chose dans la manière dont elle le dit qui fit hésiter Wade. Mais avant qu'il ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle se détourna déjà, sortant un registre et y prenant des notes avec un stylo qui semblait avoir été utilisé depuis des décennies. Wade resta là un moment, attendant de voir si elle allait expliquer, mais Elvira semblait l'avoir oublié. Alors Wade hocha simplement la tête, même si elle ne le regardait pas, et poussa la porte pour retourner dans l'orage. La pluie tombait encore plus fort maintenant, et le vent avait changé de direction, poussant l'eau horizontalement à travers le parking. Wade pouvait à peine voir la chambre 7 à travers l'averse, mais il parvint à s'y rendre, utilisant les numéros sur les portes comme guide. La clé tourna sans problème dans la serrure, et Wade poussa la porte de la chambre 7. L'intérieur était exactement ce à quoi il s'attendait d'un motel construit dans les années 1950 et peu mis à jour depuis. Un lit double avec une couverture florale délavée, une table de chevet avec une lampe dont l'abat-jour était décorée d'un motif de fleurs du désert, une petite commode avec un miroir monté au-dessus, et une porte qui menait probablement à la salle de bain. Les murs étaient en lambris, sombres avec l'âge, et la moquette était d'une couleur orange-rouille qui avait probablement été à la mode à un moment donné dans un passé lointain, mais elle était propre, comme Elvira l'avait promis, et elle était sèche et chaude, ce qui était tout ce qui comptait vraiment pour Wade à ce moment-là. Il posa son sac de nuit sur le lit, se débarrassait de sa veste mouillée et l'accrocha à un crochet près de la porte, puis s'assit pour enlever ses bottes. Dehors, l'orage continuait son assaut sur le désert. Le tonnerre grondait, les éclairs zébraient le ciel, et la pluie martelait la fenêtre comme si elle essayait de briser le verre. Wade s'approcha de la fenêtre et écarta légèrement le rideau, regardant le parking. Son camion était toujours là, sombre et silencieux dans l'orage, la pluie ruisselant sur ses côtés. Et c'est alors que Wade remarqua quelque chose qui le fit froncer les sourcils. Il y avait un autre véhicule dans le parking maintenant, garé 3 places plus loin que son camion. Une berline, bleu foncé ou peut-être noire. Il était difficile de le dire dans la faible lumière. Wade n'avait vu aucun autre véhicule lorsqu'il était entré, et il était certain que le parking était vide, mais le voilà, indéniable. Et alors que Wade regardait, il vit la portière côté conducteur s'ouvrir et une silhouette en sortir. C'était un homme, grand et mince, portant un long manteau qui claquait dans le vent. Il resta debout à côté de sa voiture un moment, apparemment indifférent à la pluie, se contentant de rester là à regarder le motel comme s'il l'étudiait ou peut-être décidait s'il devait entrer ou non. Puis, se déplaçant avec une démarche étrange et délibérée, il se dirigea vers le bureau. Wade le regarda jusqu'à ce que l'homme disparaisse de sa vue, caché par l'angle du bâtiment, puis laissa retomber le rideau. Wade se dit qu'il n'y avait rien d'étrange à ce qu'une autre personne cherche un abri contre l'orage. C'était un motel, après tout, un endroit spécifiquement conçu pour que les voyageurs s'arrêtent et se reposent. Mais quelque chose dans les mouvements de l'homme, dans la manière dont il était simplement resté là sous la pluie sans sembler le remarquer, dérangeait Wade d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Cela lui rappelait quelque chose. Un autre moment où il avait vu quelqu'un bouger comme ça. Mais le souvenir était insaisissable, glissant chaque fois que Wade essayait de se concentrer dessus. Il était probablement juste fatigué, décida Wade. Fatigué et sur les nerfs après avoir lutté contre l'orage et le stress général d'être en retard et de s'inquiéter des heures de livraison.
L'homme dans le parking n'était qu'un autre voyageur, rien de plus, et Wade laissait son imagination s'emballer. Il avait besoin de dormir. Avait besoin de se changer de ses vêtements mouillés et de se mettre au lit et de se reposer quelques heures avant que le matin n'arrive et qu'ils doivent retourner sur la route. Wade entra dans la salle de bain et constata qu'elle était exactement aussi datée que le reste de la chambre, avec des carreaux roses et un lavabo sur pied et une cabine de douche qui semblait avoir été installée à l'époque de l'administration Eisenhower. Mais l'eau était chaude, comme Elvira l'avait promis, et Wade resta sous le jet pendant longtemps, laissant la chaleur pénétrer ses muscles et emporter la tension du trajet. Lorsqu'il ferma enfin l'eau et en sortit, il se sentait presque humain à nouveau, presque prêt à affronter ce que demain lui réserverait. Il se sécha avec une des serviettes blanches fines empilées sur une étagère au-dessus des toilettes, puis enfila un t-shirt propre et un pantalon de survêtement de son sac de nuit. Le lit semblait accueillant, le matelas probablement pas génial, mais certainement mieux que d'essayer de dormir dans son camion, et Wade était assez épuisé pour pouvoir dormir sur un tas de rochers. Il éteignit la lumière du plafond, laissant seulement la lampe sur la table de chevet allumée, et se glissa sous les couvertures. C'est alors qu'il entendit les pas à l'extérieur de sa porte. Pas pressé, pas lent, juste régulier et délibéré. Quelqu'un marchait le long du passage couvert qui courait devant toutes les chambres du motel. Wade écouta les pas s'approcher de la chambre 7, ralentir en passant, puis continuer vers l'extrémité du bâtiment. Il entendit une porte s'ouvrir et se fermer, le son étouffé par les murs et la pluie, mais toujours audible. L'homme du parking, supposa Wade, s'installant dans sa propre chambre. Rien d'inhabituel à cela, mais les pas ne s'arrêtèrent pas. Même après que Wade eut entendu la porte se fermer, même après ce qui aurait dû être assez de temps pour que l'homme soit à l'intérieur de sa chambre, Wade pouvait encore entendre des pas sur le passage, allant et venant, marchant comme quelqu'un qui ne pouvait pas décider s'il devait entrer ou continuer à marcher. Wade resta allongé dans le lit, écoutant, essayant de se convaincre que c'était juste le vent, juste la pluie, juste un tour acoustique de l'ancien bâtiment. Mais le son était trop régulier, trop rythmé pour être autre chose que des pas humains. Wade se leva et retourna à la fenêtre, écartant légèrement le rideau pour voir dehors. Le passage était vide. Personne n'était là. Aucune silhouette ne marchait de long en large. Aucun homme en long manteau, juste la pluie et l'obscurité et l'éclat occasionnel de la foudre qui illuminait brièvement tout en lumière blanche dure. Mais Wade pouvait encore entendre les pas, plus clairs maintenant, plus distincts, et il réalisa avec un frisson qu'ils étaient juste devant sa porte. Quelqu'un se tenait de l'autre côté de la porte de la chambre 7. Wade pouvait entendre leur respiration, pouvait entendre le léger grincement du passage en bois alors que le poids se déplaçait d'un pied à l'autre. Il resta figé près de la fenêtre, sa main tenant toujours le rideau, son cœur battant dans sa poitrine. La poignée de la porte commença à tourner lentement, testant pour voir si elle était verrouillée. Wade l'avait verrouillée. Il en était certain. Il l'avait verrouillée, mais maintenant il se mettait à douter de cette certitude.